Alors j'invite les speakers à rejoindre la table. Donc Fabienne Simon qui représente Ipsos, qui remplace d'ailleurs Dominique Lévy qui n'a pu se joindre à nous. Nicolas Bordas, que j'ai vu ici, vice-président de TBWA Europe, que tout le monde connaît. Alors Clara Guémard qui est malheureusement absente et qui s'excuse de ne pouvoir être avec nous ce matin. Françoise Gris, que j'ai vu dans le fond, que tout le monde connaît aussi, qui est directrice générale du groupe Pierre et Vacances. Gonzague de Blinière, qui arrive, qui sera là bientôt, et Bruno Vidouette, que j'ai vu tout à l'heure, qui nous rejoint. D'accord. Alors nous allons commencer avec la présentation de Fabienne Simon. Alors, bonjour. Ah non, ça marche pas. Ah, je l'emprunte. Voilà. Bonjour à tous. Donc Fabienne Simon d'Ipsos. Je voudrais juste commencer par quelques remerciements. Déjà, merci à Media Icis, voilà, de s'être associé à Ipsos dans le cadre de cette conférence. Nous en sommes vraiment ravis. Et ce que je vous propose de partager en fait ce matin, ce sont les grandes lignes, les grands enseignements d'une étude qualitative que nous avons réalisée donc pour cette conférence. Qui dit étude qualitative dit qu'il n'y aura aucun chiffre, puisque donc nous avons conduit une quinzaine d'entretiens individuels par téléphone avec des patrons qui tweetent, des patrons qui ne tweetent pas. Et donc voici la liste des patrons et des patronnes. Il y en a un certain nombre que nous avons interrogés. Je tiens, voilà, certains d'entre eux sont là, hein, Françoise Gris, Nicolas Bordas, d'autres ne sont pas là, mais je tiens vraiment très chaleureusement tous à les remercier d'avoir pris un peu de temps dans leurs agendas surchargés. Je remercie aussi Tweetbossis pour son concours. Et puis, voilà, Béatrice Duboisset est là, et parmi nous, et donc pour les entretiens que nous avons pu réaliser grâce à elle. Le but d'une étude qualitative, comme je vous le disais, c'est pas d'avoir des chiffres, c'était bien, effectivement, d'explorer les pratiques, les usages des patrons qui tweetent, de ceux qui ne tweetent pas, d'explorer et de comprendre, finalement, quelles étaient leurs motivations à tweeter, à ne pas tweeter, quels bénéfices ils en tiraient aujourd'hui et comment ils voyaient un petit peu leur avenir personnel en tant que patron sur Twitter, mais aussi l'avenir des patrons en général sur le fil. Donc, juste pour commencer, quatre grands points un petit peu en forme d'agenda. Tout d'abord, pour les Twitter, pour les patrons, c'est un bel espace de liberté. Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif parce que beaucoup nous disent 140 signes, c'est vrai que c'est court, etc., etc. Pour les patrons, il n'en est vraiment rien. C'est vraiment un espace dans lequel ils peuvent, j'allais dire, qui leur convient et dans lequel ils se retrouvent. Ensuite, évidemment, il y a patrons et patrons, notamment sur Twitter. Et ce qu'on a constaté, c'est à quel point aujourd'hui les pratiques des uns et des autres étaient hétérogènes. Pour ceux, en tout cas, qui sont parvenus aujourd'hui à être dans une phase extrêmement active, à définir une ligne éditoriale et à être extrêmement présents, très clairement, ce fil Twitter incarne aujourd'hui pour eux et renouvelle d'une certaine manière une forme de leadership. Et enfin, je vous propose aussi de partager les raisons pour lesquelles certains boss ne tweetent pas ou pour certains d'entre eux ne tweetent pas encore. Donc je vous le disais, un bel espace de liberté. C'est vrai que pour tous les patrons interrogés Twitter, qui étaient sur Twitter, s'exprimer sans délai, dans l'instantanéité et sans intermédiaire, c'est vraiment une force. Voilà, l'instantanéité donne une puissance, la désintermédiation aussi. Un patron qui s'exprime sur Twitter n'a pas besoin, comme il le fait sinon dans le reste de sa vie professionnelle, de relecture, de validation, de discussion, d'échange, ou que sais-je encore. Et donc c'est vraiment un média qui non seulement intéresse les patrons, on va dire sur un plan très sérieux, très rationnel, très professionnel, mais aussi ce qu'on a quand même vraiment ressenti au cours des entretiens, c'est qu'au-delà de tous ces éléments rationnels, c'est un média qui les séduit, voilà, qui suscite leur engouement, leur enthousiasme, leur curiosité. Et c'est vrai que le petit risque éventuellement d'un tweet peut-être un peu inadéquat ou d'un direct message qui finirait par être rendu public participe aussi un peu de ce frisson et de cette excitation. Et d'une certaine manière, c'est vrai que c'est un média qui comble, j'ai envie de dire, mais je parle sous leur contrôle, j'ai envie de dire un peu leur cerveau droit autant que leur cerveau gauche.
De plus, c'est vrai que ces 140 caractères correspondent effectivement au rythme et aux habitudes des patrons. Il s'agit de faire vite, d'être réactif, de faire court, d'être synthétique, d'aller droit au but. Et donc, en ce sens, c'est une forme d'expression qui correspond aussi bien à leurs habitudes qu'à leur rythme, à leurs contraintes et à leurs exigences quotidiennes. Donc je vous laisse lire quelques verbatims qu'on a mis un petit peu en clin d'œil sous forme de tweet. C'est un bel espace de liberté. Le format court et concentré autorise de passer du sérieux anecdotique, du petit point au gros programme. Et j'aime bien cette manière un petit peu de le dire. Ce sont les tweets de petits ponts, de petites connexions. Deuxième enseignement majeur, évidemment, c'est à quel point les pratiques des patrons aujourd'hui sur Twitter sont hétérogènes. Hétérogènes pour différentes raisons. Alors les déterminants personnels des patrons interrogés sont très puissants. Le fait d'avoir ou pas un blog, d'avoir un goût personnel pour ces médias joue très puissamment. Au-delà, ce qu'on constate aussi, c'est que les secteurs d'activité favorisent quand même plus ou moins le passage à l'acte de la création du compte Twitter. Manifestement, le fait, par exemple, de diriger une entreprise en B2C plutôt qu'en B2B est plutôt un facteur favorisant. Les typologies d'organisation impactent également le choix d'être sur Twitter ou pas. Certains patrons nous ayons quand même indiqué que dans leurs entreprises ou dans leurs groupes, quand il s'agit de multinationales, la communication, y compris personnelle des dirigeants, est assez encadrée et donc ça leur paraît naturellement plus difficile. Ce qu'on constate globalement, c'est que pour les patrons sur Twitter, on a vraiment 3 étapes. Première étape, c'est le mode passif. Les patrons regardent, écoutent, comprennent, s'approprient les contenus, les codes, apprivoisent l'outil. Et d'une certaine manière, ils se contentent d'être des suiveurs, de follow à ce stade. Vient l'étape 2, pour certains, et pour certains seulement, qui se caractérise par le fait de diffuser du contenu, mais pas encore de le créer. Donc là, c'est la phase des retweets. Et enfin, pour ceux qui passent le cap véritablement, et ils sont encore, dans notre échantillon, comme je crois assez globalement, assez peu nombreux. En tout cas, à cette étape, les patrons rentrent véritablement dans une véritable conversation sociale. Ils affirment leur leadership et de fait, ils ont une production prolixe et intéressante. Donc le premier stade, observer, écouter, je vous le disais, c'est un peu hétérogène. Les uns vont y aller une fois par semaine, les autres une fois par jour. C'est quand même une consultation assez épisodique. C'est une étape qui est perçue par tous les patrons qu'on a interrogés, pour le coup, comme obligatoire à plus d'un titre. Alors obligatoire tout d'abord parce que dans le processus, elle est indispensable effectivement pour se familiariser avec l'outil, apprendre à la fois techniquement à s'en servir, mais aussi et surtout en apprivoiser les codes. C'est obligatoire aussi parce que tous les patrons qu'on a interrogés, y compris ceux qui ne tweetent pas, nous disent que ce n'est plus possible pour un patron en France aujourd'hui de ne pas être sur Twitter, ne serait-ce que pour observer ce qui s'y passe. À ce stade déjà, le bénéfice pour les patrons est très important. Voilà, l'information en temps réel, l'information qui sort un petit peu des cadres de ce qui peut être remonté par les circuits traditionnels dans l'entreprise. J'aime bien cette expression de revue de presse démultipliée, personnelle et pertinente. Voilà, c'est vraiment de ça dont il s'agit à cette étape-là. Et l'information est déjà un attribut finalement du pouvoir, et détenir la bonne information, c'est aussi une manière d'asseoir son leadership de patron. Donc tous les patrons sont vraiment convaincus qu'un patron aujourd'hui a beaucoup plus à perdre de ne pas être sur Twitter, y compris juste pour observer, plutôt effectivement qu'à s'en désintéresser pleinement. C'est d'une certaine manière, cette idée-là, c'est presque la seule idée qui fait totalement consensus dans l'échantillon de patrons que l'on a interrogé. Donc c'est vrai que l'information, c'est vraiment le nerf de la guerre pour les patrons, et surtout ce qui retient particulièrement leur attention, c'est le fait d'être surpris, d'être agacé, d'avoir des informations petites ou plus importantes, mais en tout cas dont ils ne prendraient pas connaissance par des canaux plus traditionnels.
La phase du retweet est en général assez courte, parce que finalement, soit on reste dans le mode passif, soit effectivement les patrons s'engagent véritablement sur Twitter. Et donc c'est une phase du retweet, c'est une phase un petit peu de test, une phase active, mais encore assez peu engageante, dans laquelle on repère quand même l'amorce d'un personal branding. Mais c'est vrai que c'est surtout une phase de test pour commencer un petit peu à s'immerger dans Twitter et à sentir les réactions de la communauté. Le vrai saut, la vraie rupture, c'est le passage vraiment à une présence importante sur Twitter. Donc la question c'est comment et pourquoi passer de cette phase passive finalement à la conversation sociale. Pourquoi ? La réponse est assez simple et assez homogène. Pourquoi ? Tout simplement pour avoir de la visibilité pour soi-même et pour son entreprise, et puis pour incarner de manière humaine, personnelle, l'entreprise que l'on dirige. Voilà, on nous dit que ça permet de relayer un positionnement des projets, des actions, ça apporte une grande visibilité, c'est une manière sympathique de montrer qui on est, ça permet tout simplement de véhiculer une image, des valeurs, des convictions. Donc si le pourquoi est finalement très simple, le comment franchir cette étape est beaucoup plus complexe. Twitter, effectivement, est un lieu d'ambivalence, de mélange des genres entre le personnel, le professionnel. Et c'est vrai que la définition de sa ligne éditoriale est pour la plupart des patrons un véritable casse-tête. L'ambition est simple. Il s'agit effectivement de rebond sur l'actu, à des flux plus nourris de production personnelle, de mettre en perspective, de donner sur son point de vue sur un certain nombre de contenus plus officiels de l'entreprise. Ce sont des gens qui parlent à des gens, c'est plus intéressant. Et le fait que ce soit incarné par le patron va donner aux informations diffusées un crédit supplémentaire, un poids, une tonalité, une couleur un peu différente et globalement plus intéressante. Mais l'exécution, une fois qu'on a dit ça, est vraiment difficile. Qui parle sur Twitter ? Avec effectivement un certain nombre de questions auxquelles plusieurs des patrons que l'on a rencontrés dans le cadre de cette enquête ne sont pas tout à fait ou pas encore parvenus en tout cas à trouver forcément tous les réponses adaptées. Comment être prolixe, c'est-à-dire être vraiment productif pour avoir des abonnés sans être pour autant redondant avec son fil corporate, ce qui évidemment de la vie de tous n'a aucun intérêt. Comment donner son point de vue personnel sans évidemment faire prendre de risques à l'entreprise, ce qui est bien le moins qui est attendu. Et enfin, et là pour beaucoup effectivement de patrons interrogés, c'est une question extrêmement épineuse, comment définir la frontière entre les enjeux personnels et les contraintes de l'entreprise. Tout le monde, tous les patrons s'accordent à dire que qui parle, c'est forcément, quand on est sur Twitter, c'est forcément le patron de l'entreprise. Et en même temps, d'une certaine manière, c'est la double contrainte, puisqu'il faut être totalement patron, 100% patron, et en même temps totalement soi. Donc la frontière, effectivement, entre la communication corporate et la communication individuelle est délicate, avec pour certains, effectivement, des dirigeants, des difficultés à se positionner par rapport, par exemple, à leur direction de la communication ou aux autres personnes de leur groupe. Pour autant, on ne souhaite pas déléguer, personne parmi les patrons interrogés ne souhaite déléguer, en tout cas complètement, la gestion de son compte Twitter. Ce serait vraiment un processus qui serait perçu aujourd'hui comme une aberration par rapport à ce qu'ils perçoivent, comprennent, aiment de Twitter. Donc certains, néanmoins, envisagent soit de se faire accompagner, soit de déléguer partiellement l'alimentation de leur compte, mais aucun des patrons interrogés ne peut imaginer qu'il soit possible de le déléguer à 100%. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment à ce stade, parce que ça, je pense que tous les patrons nous l'ont dit, mais je pense que d'autres, tous les gens qui tweetent peut-être auraient pu nous le dire, les bénéfices sur Twitter sont proportionnels, d'une certaine manière, à l'investissement qu'on y met. Plus on contribue et plus on retire de bénéfices. Et donc à ce stade, pour ceux qui sont parvenus véritablement à définir une ligne éditoriale et à donc tweeter de manière extrêmement régulière, les bénéfices sont aussi massifs que protéiformes. Des vrais bénéfices personnels,
image de soi, image auprès des collaborateurs. Des bénéfices importants pour l'entreprise, exemplarité managériale, impulsion de stratégie digitale, communication externe naturellement, mais communication interne également via, d'une certaine manière, cette communication un peu décentrée. Et au total, bénéfice à la fois pour le patron et pour son entreprise dans son écosystème. Donc je vous le disais, exemplarité managériale. Certains des patrons d'ailleurs que l'on a rencontrés nous ont indiqué avoir créé leur compte parce qu'à un moment, ils avaient travaillé avec un patron qui lui-même était sur Twitter et que ça avait été finalement le facteur déclenchant. Communication interne, oui, directe et simple. Ça permet de partager des informations, de faire passer des messages à l'ensemble de ses collaborateurs en un tweet, mais aussi pour ceux, en tout cas, qui sont dans des grands groupes internationaux, en tant que followers, ça leur permet tout simplement d'être au courant de ce qui se passe au siège, dans les autres filiales, etc., etc. Donc c'est vrai que cette Twitter aujourd'hui est aussi utilisée par les patrons en communication interne. Autre bénéfice majeur, c'est de bénéficier en temps réel des feedbacks, voire de pouvoir gérer, déminer une crise éventuelle. Je veux dire, ça c'est le versant un peu négatif, mais aussi sur le plan positif, détecter une opportunité qu'on n'aurait pas forcément vu ailleurs. On nous dit, en cas de problème, vous pouvez tuer une crise dans l'œuf, mettre fin à la polémique, inverser une tendance. Twitter, pour les patrons, c'est aussi un instrument, un outil privilégié d'influence et de lobbying. C'est le média idéal pour bâtir et entretenir un réseau avec un certain nombre de parties prenantes extrêmement utiles pour son organisation, des journalistes, des politiques, des experts, etc., etc. C'est l'outil privilégié finalement pour se créer un capital de confiance, de réputation et de crédibilité permettant à certains moments clés de l'histoire de l'entreprise, effectivement, de rentrer en contact très facilement avec des individus grâce à l'intimité finalement créée sur son fil. Pour certains, enfin, mais c'est pas tout à fait la majorité des patrons, là on parle plutôt des patrons qu'on a pu interroger dans des entreprises du numérique, c'est vraiment un levier de business, le fil Twitter du patron évident. E-relations, marketing, recrutement, CRM. Twitter est vraiment très intégré à toutes les étapes de la vie et de l'activité de l'entreprise. Donc avec, nous disent-ils, ces patrons-là, un ROI totalement évident. Donc c'est un bénéfice important, mais qui ne concerne manifestement pour l'heure que des secteurs bien précis. Donc au total, vraiment à ce niveau d'implication sur Twitter, c'est vraiment un outil de leadership et finalement une manière nouvelle un peu d'être patron, un patron qui n'est plus tout en haut de la tour dans son grand bureau vitré, mais véritablement au centre et au cœur de son écosystème. Alors rapidement peut-être juste pourquoi les patrons ne tweetent pas, ceux qui ne tweetent pas ou pas encore. Alors il y a deux raisons qui concerne finalement les patrons qui ne sont pas complètement encore intéressés à la question. La première, la plus puissante, c'est le fait de ne pas avoir essayé tout simplement. Twitter est un média qui se teste, qui s'expérimente, bien plus qu'il ne se décrit, qu'il ne s'explique ou qu'il ne se démontre. Et donc c'est vrai qu'on a eu certaines interviews de patrons qui nous ont indiqué qu'ils ne s'étaient pas véritablement encore emparés de cette question, qu'ils n'avaient pas essayé tout simplement, et que du coup, n'ayant pas essayé, ils ne voyaient pas forcément très bien ce qu'ils pourraient en tirer. Quand on n'a pas essayé non plus, c'est vrai que la chronophagie supposée du fait d'être sur Twitter est un frein extrêmement important. Deux autres raisons, en revanche, plus motivées, plus nourries, de patrons qui ont véritablement regardé et décidé finalement de ne pas créer de compte personnel. Donc une raison finalement liée à leur perception de Twitter et une autre liée à leur stratégique marque. Perception de Twitter, c'est-à-dire qu'ils y voient effectivement un média réservé à une forme d'élite, des journalistes, du personnel politique, des experts, voire des people. En tout cas, une communauté un petit peu d'entre-soi dont ils n'estiment pas, souvent par modestie, faire partie. Ils ne se considèrent pas comme des grands patrons emblématiques et donc ne voient pas quelle pourrait être leur place sur Twitter. Et enfin, d'autres nous indiquent que c'est la marque avant tout.
seule la marque doit s'exprimer, et il ne souhaite pas effectivement ajouter au discours de la marque le discours personnel du dirigeant. Donc voici un petit peu, voilà, rapidement, et de toute façon sous le regard d'un certain nombre de patrons que nous avons interrogés, voilà les grandes lignes sur lesquelles j'espère on va revenir et qui permettent un petit peu de lancer les débats. Alors, Gonzague de Blinière vient de nous rejoindre. Bonjour, merci. Alors, Nicolas, je pense que la parole est à toi, mais je ne sais pas si tu as une présentation, en fait. Tu fais ça peut-être à main libre. Voilà, très bien. Oui. 1, 2. Ça change tout. Bien, bonjour à toutes et à tous. On voit que Twitter est bien un phénomène aussi bien féminin que masculin quand on voit à la fois la parité qui était représentée et qui vient brutalement de basculer du mauvais côté sur scène mais par contre dans la salle. Et à propos de femmes sur Twitter, pour moi l'événement du matin, mais peut-être que vous l'avez vu déjà hier soir, c'est Hillary Clinton. Hillary Clinton débarque avec son compte officiel hier soir et elle prend 300 000 followers, ce qui est pour nous la nuit. Ce qui pour les Américains était simplement la soirée, et avec un seul tweet, donc je crois que c'est quand même un tweet assez performant finalement. Donc il y avait le tweet de Xavier Niel, il y aura le tweet de Hillary Clinton, et ce qui est assez drôle, c'est que la fille d'Hillary Clinton, que personnellement je ne connaissais pas, a tweeté « Welcome Mum », un autre tweet historique, et elle prend 200 000 followers. Donc évidemment, on n'est pas tout à fait à la même échelle, mais pour moi ça fait prendre conscience de la puissance réel de Twitter aujourd'hui dans le monde, puisque là on est dans un débat assez français, mais je pense qu'il faut remettre ça dans une logique internationale, et qui est la raison pour laquelle la seule question pour moi qui est posée, c'est combien de temps les patrons peuvent-ils ne pas être sur Twitter, voire combien de temps les patrons peuvent-ils dire qu'il faudrait être sur Twitter sans y être, puisque c'est finalement ce qu'on entend ce matin. Il y a un décalage qui à mon avis ne va pas forcément durer si longtemps que ça, mais incroyable, entre l'enthousiasme des patrons qui y sont et qui font du prosélytisme, je crois en faire partie, entre beaucoup de patrons qui disent « Ah oui, il faudrait que j'y sois », mais qui en fait n'y sont pas, ou ils sont très peu, ou tweetent très peu, ou tweetent très mal, etc. Et donc c'est la raison pour laquelle, avec quelques amis, Pierre-Philippe Cormeret, Béatrice Duboissé, et Tibla Corporate, on a lancé une initiative ouverte, Tweet Bosses, pour inciter les patrons à plus tweeter et mieux tweeter. Et ce qui est amusant de voir, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de patrons sur Twitter intéressants pour pouvoir nourrir le fil. Et donc, on a été chercher les patrons anglo-saxons. Et au début de Tweet Bosses, 2/3 des tweets étaient des patrons anglo-saxons. 1/3 des tweets qu'on retweetait parce qu'on les jugeait subjectivement intéressants étaient des patrons français. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je suis fier de vous dire que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver 2/3 de tweets intéressants chez les patrons français pour 1/3 de compléments et de bonnes pratiques américaines. C'est étant, moi je comprends assez bien pourquoi les patrons n'y sont pas, même si je n'arrive pas à imaginer, c'est une histoire classique, vous savez, on présente un film télé en tant que publicitaire, un annonceur, il dit « Ah ouais, mais je regarde jamais la télé ». Je dis, ouais, ok, mais est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez bien juger le film télé qu'on vous présente si vous ne regardez vraiment jamais la télé? Alors, en fait, il monte un peu parce qu'il regarde les matchs de foot comme tout le monde ou The Voice et ne l'assume pas. Mais en l'occurrence, pour moi, Twitter, c'est un peu la même chose. Il y a comprendre théoriquement les médias sociaux et il y a pratiquer les médias sociaux pour les comprendre de manière beaucoup plus concrète. Mais ceci étant, je ne jetterai pas la pierre parce que j'étais moi-même exactement comme eux. Et donc, pour compléter la vision qualitative sans trop de redondance, j'aimerais raconter une histoire qui est la mienne, qui était qu'au départ, j'étais anti-Twitter, comme peut-être quelques personnes dans cette salle, parce qu'au fond, je crois que je n'avais pas compris ce qu'était Twitter, et je ne voyais pas du tout l'intérêt, je parle en 2008 à peu près, je ne voyais pas du tout l'intérêt de dire je fais ceci, je fais cela. Enfin, pour moi, c'était un peu comme les statuts Facebook, qui étaient globalement assez inintéressants de mon point de vue. Chacun a son intérêt, et donc je ne voyais pas pourquoi y être. Donc j'avais cette grosse réticence, et j'y étais un peu par obligation, en l'occurrence par obligation professionnelle, parce que faisant partie d'un gros réseau mondial, travaillant pour des marques mondiales, mes Américains disaient alors là on va faire une opération dont le lancement va se faire exclusivement sur Twitter. Je dis, c'est sympa, il faudrait peut-être que j'aille voir si cette opération mondiale qu'on va lancer exclusivement sur Twitter fait sens pour moi. Et donc je suis rentré sur Twitter à ce moment-là, en 2009, et en l'occurrence j'ai compris l'incroyable erreur
de perception qui était la mienne sur Twitter était un réseau social, alors qu'en fait, de mon point de vue, et je crois du point de vue peut-être d'autres gens dans cette salle, ils nous le diront, c'est un réseau d'information. Certes social, mais c'est un réseau d'information. Et donc je pense qu'il y a une vraie raison d'être sur Twitter, avant même la dimension sociale, avant même la dimension d'échange, c'est l'incroyable capacité d'information de temps réel que donne Twitter aujourd'hui, qui explique que j'imagine qu'aucun journaliste ne peut dire « je ne suis pas sur Twitter, je n'écoute pas Twitter », parce que par définition c'est un réseau d'information. Et en positif, j'aime beaucoup cette phrase de Pierre Aski, que vous connaissez tous, de rue 89, fil que je vous recommande de suivre si jamais vous ne le suiviez pas, mais à mon avis vous le suivez déjà, qui dit « Depuis qu'il est sur Twitter, il n'a jamais été surpris par une information dans la presse écrite ». Autrement dit, la qualité de ces réseaux internationaux en particulier, vous savez que c'est un fou de Japon, qu'il a une culture internationale, etc., mais la qualité des gens qu'il suit en temps réel fait que il a toujours eu l'impression d'avoir sur Twitter toutes les informations dont un journaliste de son niveau avait besoin, sans avoir besoin d'aller les lire, ensuite de les sourcer ailleurs que sur Twitter. Je trouve que c'est une manière de réaliser à quel point, si on choisit évidemment les gens qu'on suit de manière qualitative, parce que suivre trop de gens tue son fil Twitter, et on reviendra peut-être sur comment suivre en y passant le moins de temps possible, mais en l'occurrence, si on choisit les gens, c'est une source d'information mondiale hallucinante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais des choses qui se passent dans mon propre réseau, donc TBWA c'est 11 000 personnes dans le monde, qui se passent aussi bien à Shanghai ou à Los Angeles, avant même qu'elles ne soient officielles, voire avant même que le siège de New York sache qu'il va pouvoir publier l'information, parce que le fil des gens en interne que je suis m'informe en temps réel. Donc cette capacité d'information, elle est juste absolument exceptionnelle. Et évidemment, une fois qu'on rentre dans cette logique, on a envie de faire plus, on comprend l'intérêt de la contribution. Et au fond, moi je voudrais revenir sur les 5 raisons de mon point de vue d'être impérativement pour un patron sur Twitter, indépendamment j'allais dire de son secteur d'activité, même si évidemment, comme on est encore dans une phase de progression, le secteur d'activité a aujourd'hui une influence considérable. Vous trouvez peut-être un petit document que Tweetbosses a amené qui vous montre comment l'état actuel quantitatif des patrons français, et qui montre effectivement qu'il y a une domination aujourd'hui, évidemment, des patrons qui sont soit dans l'écosystème digital, soit dans la communication et les médias, donc qui dominent, on va dire, à 80% la twittosphère patronale ou des boss, mais arrive derrière le tourisme, arrive derrière l'immobilier, etc. Donc le phénomène va prendre. En fait, de la même façon qu'il y a des moments, on a vu des moments de la vie de Twitter. C'est-à-dire qu'il y a très peu de politiques qui étaient sur Twitter, voire très peu de journalistes, avant l'affaire DSK. L'affaire DSK a été une espèce d'ouverture de Twitter, et d'une nécessité à la fois parce que l'information arrivait par tweet de la salle d'audience, etc. Souvenez-vous, il y a aussi des journalistes français comme François Dufour qui ont gagné 20 000 followers dans une nuit parce qu'ils étaient juste à New York le jour où ça se passait et qui commentaient l'événement. Et aujourd'hui, Twitter est devenu, chez les politiques, le premier instrument d'expression, parce qu'il permet une expression protégée, au fond, parce que quand on dit qu'il y a un risque, oui, mais on peut quand même relire ses tweets. Même Valérie Trierweiler dit qu'il faut savoir relire ses tweets avant de les envoyer, donc elle a fait cet apprentissage en notre nom collectif, mais c'est donc une phrase courte, contrôlée, qui permet une réaction instantanée. Donc cette évolution des politiques, elle a été faite, cette évolution des journalistes, elle a été faite, cette évolution des étudiants, ceux que les entreprises recrutent, elle est en cours. On utilise Twitter avec mon ami David Jobin à Sciences Po sur un cours qu'on donne sur la marque. Et donc on permet aux gens de poser leurs questions. En plus, ils ont le droit de lever la main, je vous rassure, mais de poser en plus leurs questions pendant que les intervenants parlent ou pendant qu'on parle. Et puis on fait un suivi Twitter. D'ailleurs, on a des questions sur Twitter qu'on n'aurait jamais eues, qui sont beaucoup plus provocantes, avec des pièces jointes qui prouvent les faits qui sont dits dans la question, qu'on n'aurait pas forcément de manière orale. Il y a 2 ans, lorsqu'on posait la question qui est sur Twitter, on avait une minorité de gens sur Twitter. Aujourd'hui, à Sciences Po, 80%, 90% des étudiants sont sur Twitter. On voit la montée en mesure, donc je parle d'un amphi de 140, 150 personnes, donc il y a un début de quantification possible au-delà de 100. Donc, mais chez les patrons, cette mue n'est pas faite. Elle est faite, j'ai dire, théoriquement, mais pas pratiquement. Alors, les 5 raisons pour moi d'y être, c'est évidemment la veille. C'est un instrument de veille et de feedback absolument incroyable. D'ailleurs, en ce moment, on peut avoir le feedback. Je peux avoir le feedback de ce que vous dites, de ce que je dis, pardon, de ce que vous ne dites pas, ce que vous pensez, et de ce que vous tweetez, voir quels sont les mots-clés, les phrases clés, les idées clés, voir les critiques clés qui sont faites en temps réel.
La deuxième dimension, c'est l'accès aux experts. Et ça, je trouve que pour un patron, c'est génial. C'est-à-dire que Twitter est son service de planning stratégique intégré. Si vous choisissez les experts de votre secteur, vous êtes dans l'énergie, vous choisissez les experts d'énergie, vous êtes dans le tourisme, vous choisissez les meilleurs, que ce soit des journalistes, des blogueurs ou des experts qui sont sur Twitter, et vous allez avoir accès immédiatement à leur intelligence, à leur cerveau délégué, voire vous allez pouvoir éventuellement le stimuler si, comme moi, de temps en temps, vous lancez des petits challenges avec eux pour qu'ils trouvent des idées à votre place. La troisième dimension qui, à mon avis, crée aujourd'hui une pression forte pour les patrons, et une pression positive de mon point de vue, c'est l'interne. C'est-à-dire que si vous n'y êtes pas, les gens de chez vous y sont, quoi. Donc à un moment donné, c'est pas inintéressant de savoir ce que pensent vraiment les gens et ce qu'ils ne vous disent pas, même quand ils vous croisent dans l'ascenseur, si vous êtes patron. Et donc de mieux comprendre. Vous pouvez comprendre la macro-opinion grâce à Twitter. En matière politique, pendant une campagne électorale, vous sentez bien comment l'opinion bouge uniquement grâce au microcosme de Twitter, mais vous pouvez sentir aussi la micro-opinion de ce qui se passe chez vous. Au passage, c'est aussi une manière de résoudre des problèmes qui peuvent apparaître à tel ou tel endroit. En positif, il y a évidemment l'idée de la gestion de la réputation de sa boîte et d'un complément en l'occurrence, d'autant plus que sur Twitter, les gens aiment bien parler à des gens. Donc en général, on converse relativement peu avec les marques ou les entreprises qui ont des comptes corporate. Très peu de gens parlent au compte TBWA France en disant bonjour TBWA France. Donc ils parlent éventuellement au community manager s'ils le connaissent, mais où ils parlent au patron. Mais au fond, l'intérêt conversationnel commence quand il y a une personne clairement identifiée derrière. Et puis ça permet de déminer, comme on le disait tout à l'heure. Moi j'ai des expériences là-dessus si ça intéresse quelqu'un tout à l'heure lors du débat, mais qui permet vraiment de régler des choses qui auraient pu prendre une ampleur un peu démesurée ou rentrer dans des médias offline, complètement dans une logique online, parce qu'on les voit apparaître de bonne heure sur Twitter, et qu'on le sait tous, quand on règle un problème de manière spectaculaire, ça crée un effet boule de neige positif. Donc on peut transformer, grâce à Twitter, un problème qui pourrait devenir grave en 48 heures en une solution qui devient une opportunité de communication. Et puis enfin, mon dernier argument, last but not least, comme disent les anglo-saxons, qui marche assez bien au fond, je vois qu'il y a des journalistes dans la salle, mais pour dire au patron tweeter, au moins soyez sur Twitter, les journalistes y sont, quoi. Et donc c'est l'intérêt de pouvoir se connecter directement aux journalistes, de pouvoir rectifier une information directe, de proposer à un journaliste d'être en direct message pour pouvoir compléter une information qui est donnée. Et donc, à un moment donné, quand on est chef d'entreprise, on est responsable aussi des relations avec les journalistes au plus haut niveau. Bien sûr qu'on a des services qui sont censés aussi s'occuper de ça, mais ça permet de créer, j'allais dire, une connexion naturelle, de créer aussi des conditions de relation et de confiance dans la durée. On sait tous, dans matière de relations presse, on n'a pas attendu Internet ou Twitter pour le savoir, cette relation de confiance se construit au moment où il n'y a pas de problème, mais qui permet aussi de faire qu'un journaliste ait le réflexe de vous appeler ou de vous envoyer un direct message avant de publier quelque chose, pour vérifier une information, pour vous poser une question supplémentaire, etc. Donc cette connexion directe au journaliste est pour moi un argument très important, une raison très importante pour les patrons d'être sur Twitter. Alors face à ça, si tout le monde est d'accord avec moi, il y aurait beaucoup plus de patrons sur Twitter qu'il n'y en a aujourd'hui. Quels sont les principaux obstacles et objections qui sont formulées ? Le premier, c'est le manque de temps. Je le comprends. On peut perdre du temps, on peut gagner du temps, mais on peut perdre du temps sur Twitter. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si on se met à tout lire, tout suivre en permanence, ce qui est peut-être une tentation transitoire de laquelle on revient. Mais c'est comme Facebook. Vous vous souvenez, au début, sur Facebook, on pokait. Je ne sais pas si quelqu'un a poké quelqu'un récemment. Mais bon, on a passé cette manie stupide de poker juste pour dire hello, je suis sur Facebook, il n'y a plus besoin, quoi. Donc c'est un peu pareil Twitter. C'est-à-dire que l'apprentissage fait qu'on apprend à gérer le temps. Et la bonne nouvelle de Twitter, c'est que c'est comme les SMS, ça se gère dans les interstices. Et donc ma recommandation, c'est pas de lire un flux de manière permanente, mais c'est simplement de profiter de plein d'instants que vous avez. Alors, pour moi c'est le feu rouge, c'est très pratique, mais de plein d'instants que vous avez à un moment donné dans la journée pour simplement faire un sondage, voir ce qui se passe, regarder qui vous a parlé ou répondre à vos DM. Mon assistante sait désormais qu'elle me joint mieux par DM que par SMS, parce que quand je suis au téléphone, je ne lis pas les SMS en même temps alors que je lis les DM. La deuxième raison de ne pas tweeter, c'est cette question du risque, quoi. Et là, je tiens à dire, je pense que c'est le contraire. Bien sûr que si on est maladroit, si on ne se rend pas compte que Twitter c'est public, on peut considérer que Twitter est risqué. Et d'ailleurs, la presse se fait l'écho en permanence, comme toujours sur Internet aussi, d'ailleurs sur le sujet d'Internet, des risques, des dangers, etc. Tout progrès comporte sa part de risque. Mais là, en l'occurrence, moi je dirais c'est le contraire. C'est quand même un incroyable contrôle possible de l'information, parce que il n'y a pas de filtre entre vous et les gens, et donc vous pouvez dire de manière très précise, très pointue,
exactement ce que vous voulez de manière ultra contrôlée. Donc moi, je m'inscris en faux. Bien sûr, je vois qu'il y a des risques sur des gens qui sont maladroits ou qui n'ont pas compris, etc. Donc il faut un peu d'apprentissage. Mais au fond, les politiques découvrent que c'est en fait un mode d'expression beaucoup moins risqué qu'une interview. Vous allez dans une interview chez El Kabash où vous voulez le matin, vous allez avoir une deuxième question, une troisième question, une quatrième question derrière la question qui peut à un moment donné vous mettre en porte-à-faux. Regardez ce qui est arrivé sur les retraites à Najat j'oublie toujours son nom. Vallaud Belkacem, excusez-moi, qui a piétiné dans la semoule et qui s'est fait enfoncer sur LCI parce qu'elle a eu un trou de mémoire sur les retraites. Sur Twitter, vous n'avez pas ce problème-là. Vous pouvez, si quelqu'un vous repose une question sur Twitter, vous avez le temps de regarder l'information avant de retweeter la réponse. Donc c'est une conversation en fait ultra contrôlée. Donc je vais juste rappeler ça parce que très souvent on pense le contraire. Troisièmement, il y a l'argument j'ai rien à dire. Moi je dis c'est pas grave, écoutez. L'intérêt d'être sur Twitter, c'est d'abord d'écouter, c'est d'abord de prendre la sensibilité. Et donc il n'y a pas d'obligation à avoir un fil qui est très prolixe et ou très généreux. Et puis comme on le voit progressivement, le deuxième élément c'est retweeter. Il y a des gens, je pense par exemple de Dominique Delport pour ne citer personne, qui ont une qualité de retweet mais démentielle. C'est-à-dire qu'il fait une veille internationale le matin. Si vous suivez Dominique Delport, vous avez l'essentiel de l'actualité média, digital, marketing au petit déjeuner, en même temps que vous pouvez lire un journal papier, rien ne l'interdit. Donc le retweet peut créer des très bons fils, très suivis, très intéressants, très intelligents. Quand on recrute des planeurs stratégiques chez nous, on regarde forcément leur fil Twitter, parce qu'un planeur qui n'a pas de fil Twitter n'est probablement pas un planeur. Et au fond, c'est la qualité du retweet qui vaut plus que la qualité du tweet. Parce que c'est le fait d'être capable de repérer les éléments intéressants, les éléments structurants, les signaux faibles, etc. Donc au fond, le meilleur moyen de recruter un bon planeur stratégique dans une agence de pub, c'est de regarder ce qu'elle ou ce qu'il retweet. Même si en plus on peut regarder ce qu'il produit, s'il a un blog ou autre. Enfin, il y a la question de perso-pro, quel équilibre, et donc je trouve que ce qui a été dit tout à l'heure est très juste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer de barrière. De la même façon que vous allez être interpellé en tant que patron sur un micro-sujet, mon téléphone ne marche pas si vous êtes le patron de Bouygues, ou j'ai été mal servi dans l'avion si vous êtes le patron d'Air France, etc. Vous allez aussi devoir répondre à des macro-sujets, qui est la politique environnementale de votre entreprise, etc. Donc il y a un spectre très large du petit détail service client au grand sujet macro, les conditions de production de votre compagnie, de votre entreprise. Et puis, il y a la dimension perso-pro. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, à régler par une ligne éditoriale et évidemment une prudence. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens d'être imprudent sur Twitter, ça peut effectivement être dangereux, mais je dirais que c'est pareil sur la route, quoi. À un moment donné, un patron peut se tuer stupidement en doublant sur la route. Donc je recommande au patron de ne pas griller les feux rouges et de ne pas tweeter en conduisant, uniquement au feu rouge, quand le feu est rouge. Enfin, je terminerai cette courte introduction sur que dire de plus que ce que mon entreprise ne dit pas. Et au fond, je crois que c'est ça l'élément le plus important. C'est-à-dire que l'intérêt d'un fil, sauf à en faire un fil complètement personnel. Antoine Cyr, que vous connaissez peut-être, le DIRCOM de BNP Paribas, a un fil Twitter très perso. C'est un adepte des nouvelles technologies. Vous l'écoutez peut-être sur BFM avec l'atelier numérique, etc. Et il a un fil Twitter très rigolo. Il a lancé Mashtapur. Donc peut-être vous connaissez le hashtag Mashtapur. Sinon, allez le voir, c'est assez drôle. Donc il a décidé d'animer un peu la communauté par un truc complètement rigolo. Et puis c'est un passionné de cartes et de cinéma des années 60. Et donc il a un fil Twitter absolument génial pour les passionnés de cartes et les adeptes du cinéma des années 60. Si vous n'aimez pas ça, à la limite, ne le suivez pas. Par contre, il a une expérience de Twitter et en faisant ça, en animant sa communauté de manière personnelle, il n'en reste pas moins qu'il écoute forcément ce qui se dit sur BNP Paribas et donc c'est aussi une manière, j'allais dire, de botter en touche sur comment gérer mon fil Twitter. Donc à chacun son mode d'usage. Je ne crois pas qu'il y ait de règles absolues entre l'équilibre pro, perso, etc. À chacun de trouver sa ligne éditoriale. Par contre, je pense qu'il y a un enjeu d'en avoir une par rapport à l'entreprise elle-même et en particulier par rapport à l'interne des entreprises. Parce qu'à un moment donné, plus il y aura de patrons sur Twitter, c'est le cas des anglo-saxons, ça progresse en France, plus il va y avoir une attente chez les gens de l'entreprise d'avoir un point de vue sur le métier, un point de vue sur l'évolution, un point de vue sur les chiffres publiés par la société, etc., qui va s'exprimer de plus en plus sur Twitter. Donc moi, le pari que je fais, c'est que ce que les politiques ont découvert il y a 2 ans au moment de l'affaire Strauss-Kahn, les patrons vont le découvrir
aujourd'hui grâce à cette conférence. Merci de votre attention. Allô. Oui, merci Nicolas. Remarquable présentation. Et alors, pile poil à l'heure. On n'a même plus besoin du timer qui s'est éteint de toute façon. Alors, on va profiter de nos 10 minutes d'interruption pour faire deux choses. D'une part, relancer le questionnaire que j'ai oublié de montrer tout à l'heure. Et deuxièmement, Hervé va passer dans les rangs pour prendre les questions dès qu'on aura fini notre petit questionnaire. Alors, le questionnaire, il est là. Et la question, elle est simple, c'est a priori, et là vous subodorez que bientôt vous aurez une question a posteriori, a priori, selon vous, les patronnes et patrons doivent-ils tweeter ? Voilà, alors qui veut se lancer avec la première question ? Merci. Oui, bonjour, je suis Patricia Dredemi, je suis journaliste spécialisée et je travaille notamment pour un magazine qui s'appelle Alliancy Le Mag et qui est spécialisé dans la transformation de l'entreprise par l'IT. J'aurais voulu savoir si c'était possible concernant l'étude Ipsos d'avoir des précisions concernant la troisième étape, à savoir les patrons qui sont passés au tweet, non, donc de passer de la phase d'observation à la phase de tweeter eux-mêmes, parce que j'imagine que, ça, comme on disait tout à l'heure, bon, les premiers qui sont passés, les politiques, les étudiants, les journalistes, ce sont quand même, entre guillemets, des gens qui ont la liberté de parole. Si moi je tweete en tant que journaliste indépendante, je peux, bon, je vais pas dire non plus n'importe quoi, mais j'ai rien derrière moi. Et moi, je peux vous dire qu'en tant que journaliste, à chaque fois que j'interviewe pour certains journaux auxquels je collabore des patrons de grands groupes, où il y a des actionnaires, il y a un conseil de surveillance, il y a un conseil d'administration derrière, c'est oui, interview, mais nous voulons relire nos citations. Et c'est systématique. Donc je voudrais vraiment avoir la typologie des patrons qui tweetent réellement de façon libre, entre guillemets. J'imagine que ce sont plutôt des gens de l'ère numérique qui sont à la tête d'entreprises du secteur, des start-up dont les patrons effectivement ont plutôt intérêt à être présents, ou des sociétés où il n'y a pas derrière, comme je disais, tous ces actionnariats, conseils d'administration, etc. Moi, je peux vous répondre. Voilà, je pense que déjà Nicolas Bordas a en partie répondu en disant effectivement que ce qu'on tweet, c'est ce qu'on contrôle. Donc, par définition, sur Twitter, il n'y a pas de off. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que la citation, elle ne peut pas être ni tronquée, ni déformée, ni interprétée, etc., etc. Pour peu, effectivement, qu'on soit un petit peu prudent, qu'on aille sur les sujets qu'on a définis comme étant les siens, etc., etc. Après, j'ai envie de dire, peut-être que c'est les patrons qui sont là peuvent répondre aussi bien que moi, puisque nous, moi j'ai eu la chance d'interviewer Françoise Gris, qui d'une certaine manière faisait une analogie en disant, de toute façon, sur Twitter, je parle sous son contrôle, c'est comme dans la vie. C'est-à-dire que dans sa vie de tous les jours, elle est aussi chef d'entreprise et elle n'irait pas dire, je sais pas, un dîner d'amis, dans un commerce, et à qui que ce soit, quelque chose qui pourrait la mettre en porte-à-faux par rapport à sa posture de dirigeant. Mais je vais peut-être lui donner le micro parce que je ne veux pas parler à sa place. Mais voilà, c'est simplement de dire, de toute façon, être dirigeant d'une entreprise, c'est 24 heures sur 24. Voilà, c'est une posture où on est à la fois totalement soi et totalement dirigeant. Oui, alors effectivement, bonjour à tous d'abord. Moi, j'ai commencé à tweeter, j'étais dans une filiale très importante d'un groupe américain. Et s'il y a des gens totalement... je dirais paranoïaques sur le sujet de la communication, c'est bien les groupes américains et qui ont développé toute une discipline extrêmement forte sur la gestion de la communication des dirigeants. Néanmoins, j'ai créé mon blog et je me suis mise à tweeter parce que, et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, mais c'est simplement, et ça a été autorisé et possible. Je suis aujourd'hui dirigeante d'une entreprise cotée avec des enjeux particuliers en matière de profitabilité et d'évolution du cours de l'action, et néanmoins je tweete. Donc il n'y a pas d'interdit, et je pense qu'il y a simplement une discipline supplémentaire que l'on doit développer autour de Twitter. Mais Twitter, ce n'est qu'une amplification possible de ce que vous dites par ailleurs dans une vie privée. Une vie privée qui n'est jamais strictement privée d'ailleurs quand vous êtes un patron. Donc c'est les communicants qui sont aujourd'hui un problème sur tous ces sujets-là. Et effectivement, on peut rêver d'un monde où en s'empêchant de faire les choses, on s'en protégerait. Mais c'est plus le monde numérique d'aujourd'hui. Donc on a simplement à faire évoluer un certain nombre de groupes, les actionnaires sur ces sujets-là. Et c'est pas parce que vous ne parlez pas que vous êtes protégé par ailleurs. Hein.
Donc voilà, il y a une prise de conscience du monde actuel à faire prendre à effectivement ces communautés qui sont très frileuses, mais qui arrivent à comprendre. Bonjour, ma question est pour Françoise Gris. Voilà, moi je sais que vous avez été accompagnée quand vous êtes arrivée sur Twitter par une agence digitale. Si je ne me trompe pas, c'était... Non ? C'était Spintank ? Oui, enfin, ouais. Alors, sur le blog. Oui. Voilà, et je voulais savoir en quoi ils vous avaient accompagné. Est-ce que ça vous avait aidé d'avoir peut-être une entreprise un accompagnement plus spécialisé, plus technique ? Est-ce que ça vous avait aidé à comprendre l'outil ? Est-ce que vous le conseillez à d'autres patrons aussi de faire appel à des agences digitales pour apprendre à connaître l'outil ? Il faut une initiation à Twitter. C'est effectivement un outil qui est très intuitif, mais en même temps qui n'est pas si simple à expliquer avec une page 21-29-7 ou quelques lignes. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous qui vous montre ses pratiques, ses usages, vous restez un peu coincé dans quelque chose qui peut être un usage très scolaire de Twitter. Donc, je ne sais pas s'il faut une agence numérique pour vous initier à Twitter, mais il faut quelqu'un qui vous montre comment vous pouvez développer votre curiosité. Alors, vous pouvez évidemment, il y a des gens doués qui font ça tout seuls, mais peut-être que d'autres ont besoin d'accompagnement. Moi, par exemple, je me rends compte que dans ma structure, dans mon organisation et dans mon entreprise aujourd'hui, je veux que mon équipe de management se mette à Twitter. On a accompagné, et on a fait une petite heure de formation à Twitter qui consiste surtout à expliquer comment on va chercher des gens intéressants dans les listes des abonnés des autres, comment on suit un fil, voilà, des choses extrêmement simples. Vous n'avez pas besoin d'un accompagnement technique, ou alors vous êtes vraiment plus branché dans le monde au monde actuel. Hein. Question. Je prends une question ici et juste avant, donc avec les excuses de la régie, la correction, vous tapez p2.gg/vt6 pour répondre au questionnaire qui est à nouveau ouvert. En fait, c'est une question pour Nicolas Bordas, Antoine Dubuquois, du Tank. Vous dites Twitter est un moyen incroyable de contrôler l'information. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est au niveau de l'émission, mais pas au niveau du retweet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'information a été mise, elle peut être retweetée, elle peut être déformée, des hashtags peuvent être ajoutés, avec pas forcément des intentions qui vont dans le sens que vous voulez faire au départ. Oui, bien sûr. Donc, bonne nouvelle, le contrôle absolu de l'information entre l'émetteur et tous les récepteurs n'existe toujours pas, et donc il faut faire preuve, j'allais dire, de capacité de suivre les choses pour essayer de les réguler, de les contrôler le mieux possible, de les maîtriser le plus possible. Mais il n'y a pas d'absolu. Néanmoins, deux choses. Le premier élément, c'est que ce discours direct, non seulement on peut l'avoir vis-à-vis de leaders d'opinion ou vis-à-vis de journalistes, mais on peut l'avoir directement vis-à-vis de sa propre audience. Aujourd'hui, avec 20 000 followers sur Twitter, au fond, je peux lancer une campagne d'un client sans avoir besoin de la presse professionnelle. Ce que je veux dire, ne va pas être populaire et va être mal retweeté, mais je l'assume quand même. C'est-à-dire que, au fond, si à un moment donné, je l'ai fait occasionnellement pour telle ou telle bonne cause, en stimulant un ou deux autres personnes sur Twitter, à trois, on peut faire émerger une information ou un élément de communication, etc. Donc on devient de fait son propre média. Alors, on peut l'être autrement, hein, donc les blogs sont d'autres moyens, mais Twitter le permet. Et donc une fois que l'information est lancée, l'autre élément quand même, c'est qu'on a un feedback instantané. Et donc la rectification, la précision est possible. Donc je redis et j'assume, je trouve que Twitter est vraiment un très bon instrument pour contrôler ce qu'on dit, et je trouve même que c'est un des meilleurs. Je crois que c'est ça qui explique le succès auprès des politiques. C'est-à-dire que les politiques qui l'ont bien compris, je pense à François Fillon par exemple, qui a une intelligence je ne dis pas que je vote Fillon, rassurez-vous, non je plaisante, mais no tweets, c'est ça le problème de ce genre d'assemblée, on ne peut rien dire qui soit mal interprété. Non, plus sérieusement, François Fillon a compris. Bernard Pivot a compris Twitter, François Fillon a compris Twitter. Il y a des gens comme ça qui comprennent les choses et qui ont un discours ultra contrôlé, qui savaient que Bernard Pivot ferait un livre de ses tweets, probablement lui-même, ce qui explique d'ailleurs la qualité soignée de chacun de ses écrits. Mais en l'occurrence, tout ça pour démontrer ce contrôle. Donc si effectivement dérive il y a, on peut l'identifier très tôt et tenter. Après, si vous faites une grosse connerie et qu'en plus vous le dites sur Twitter, il est probable que ça va faire de l'audience rapidement. On prend une dernière question pour Nicolas.
pour l'instant 21 votes exprimés. C'est un peu les dindes qui votent pour Noël dans la salle, puisque tout le monde est d'accord pour dire que les patrons doivent, et les patrons bien sûr, doivent tweeter à 90% sur 21 votes exprimés. Stanislas, donc, arrête de parler, Yann. VT6. Donc, Jacques Froissant, Altaïd, tweet boss depuis longtemps. Une question, dans les tweets qui sont passés, on disait 1, découvrir, 2, apprendre, 3, devenir un influenceur. Est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce qu'on devient pas influenceur sur Twitter parce qu'on l'est dans son métier et crédible dans son métier d'abord? Parce que c'est souvent des choses qu'on entend, tu vas tweeter, tu vas devenir influenceur, mais j'y crois pas du tout. Ça dépend si on tweet des choses intéressantes ou pas. Je suis d'accord pour dire que la vérité des choses apparaît à travers Twitter. La vérité des gens, au fond, apparaît à travers Twitter. Et donc, mais il peut y avoir des gens qui étaient déjà très connus et qui, du coup, vont répliquer ce succès sur Twitter. Justin Bieber, Lady Gaga, Hillary Clinton, Obama, etc. Donc, effectivement, il y a une réplication, on peut le dire, d'un modèle de leader d'opinion externe sur Twitter qui se fait. Mais il y a aussi l'émergence de gens qui n'étaient pas connus et qui le deviennent dans un microcosme qui est le leur, et qui peut être plus ou moins grand, via Twitter. Donc au fond, Twitter est quand même un moyen, de mon point de vue, pour des gens qui n'avaient pas eu l'occasion, parce qu'ils sont trop jeunes, ou ils étaient experts dans un domaine super pointu, dans un coin qui n'était pas dans l'œil, j'allais dire, médiatique, de briller par l'intérêt de ce qu'ils disent, et donc on voit monter des gens. On pourrait dire d'une certaine manière que, pour prendre un exemple franco-français, notre ami Vinvin s'est fait connaître bien sûr par ses vidéos sur Internet, bien sûr par TEDx, par tout ce qu'on veut, mais aussi par sa manière d'être et d'être drôle sur Twitter, et ça a servi d'une certaine manière sa réputation et là où il est aujourd'hui à pouvoir faire la télévision grâce à ça, en accédant aux chaînes, etc. Donc on voit comment Twitter est un accélérateur au fond. Moi j'aime bien l'idée d'amplificateur parce que pour moi Twitter c'est vraiment l'image du porte-voix. Bon, certes ce sont des petits oiseaux et je trouve qu'ils auraient pu choisir comme emblème le porte-voix plutôt que les petits oiseaux, parce que je trouve que c'est pas une logique de gazouillis, c'est une logique de porte-voix et du coup... Exactement. Donc si quelqu'un est drôle à la base mais méconnu, il peut devenir drôle et connu. Mais il n'y a pas que Twitter, YouTube le permet aussi. Il y a plein de gens qui ont une audience incroyable sur YouTube parce qu'ils ont fait des vidéos. Donc Twitter n'est pas le seul moyen de le faire, mais c'est un moyen possible. Merci. Alors, j'avais pas du tout envisagé de devoir faire un PowerPoint pour parler de Twitter. J'avais déjà, à vrai dire, pas plus que je n'adhère à l'image du patron qui est le symbole de cette manifestation. Ceci étant dit, donc je vais essayer de vous dire avec beaucoup d'amateurisme. Après Nicolas Bordas, c'est un peu compliqué de parler de sa démarche Twitter parce qu'on se dit il y a des tas de trucs que j'ai encore ratés et sur lesquels je peux encore sérieusement me professionnaliser. Donc je vais essayer de partager ma démarche de façon toute simple et je dirais comme je l'ai vécu depuis 2 ans. Alors je ne suis pas sûre d'avoir fait des choses dans l'ordre que l'indiquait, avec lequel a indiqué Nicolas. C'est-à-dire que j'ai effectivement, en 2007, après de longues années chez IBM, où j'avais quand même eu une petite sensibilité à ce que pouvait apporter la technologie en matière de communication ou de transformation des entreprises, j'ai rejoint un groupe qui s'appelait Manpower Group et qui avait un certain nombre d'enjeux. Et en particulier un enjeu de positionnement sur ce qu'était le métier de Manpower Group. Manpower en France était l'icône de l'intérim avec toute une série de choses négatives dans l'image de l'intérim et l'image des grandes entreprises d'intérim, alors que nous étions un acteur de l'emploi et que nous voulions nous développer plus largement sur d'autres activités de l'emploi, le recrutement, la formation, toute une série de sujets. Et je me suis rapidement rendu compte que j'étais enfermée dans ma communication externe, dans des interviews qui étaient des interviews de commentaires sur le chômage, les chiffres du chômage, et qu'on venait me voir chaque fois qu'il y avait un plan social, et que j'avais un mal fou
dans cette démarche de communication externe, à traiter les sujets que je voulais réellement traiter en matière d'emploi, les sujets d'employabilité, les sujets d'évolution du marché du travail, ce qui me paraissait être des domaines sur lesquels nous avions une voix et un apport à développer. Et donc, ma démarche Twitter a commencé en fait par la mise en place et le développement d'un blog où j'exprimais mon point de vue sur un certain nombre de problématiques de l'emploi. Et effectivement, dans cette démarche de lancement de ce blog, on s'est fait accompagner, je me suis fait accompagner par une agence numérique qui est Spin Tank. C'était donc une démarche très corporate d'une entreprise qui cherchait une voie différente de communication et qui cherchait un espace de liberté pour pouvoir amener les journalistes sur notre terrain et pas se faire enfermer dans la façon traditionnelle et plutôt mal faite de traiter des sujets de l'emploi. Et puis je me suis rendu compte, ce blog a fonctionné progressivement, doucement. Il est petit à petit été identifié par des journalistes. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui apparaissaient sur mon blog et qui étaient du retweet. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée à Twitter en me disant tiens, il y a quelque chose qui semble être une amplification possible à notre voix corporate sur le blog, parce que c'était à la fois une démarche corporate mais avec une voix personnelle, celle que j'ai aujourd'hui pour parler, que j'emploie chaque fois que je parle d'un certain nombre de sujets. Et donc Twitter est arrivé très vite comme une capacité d'amplifier la voix du blog. Et pourquoi c'était intéressant? Parce qu'effectivement, comme le disait Nicolas Bordas, il y avait plein de journalistes, plein de politiques qui étaient plus difficiles à toucher en une seule fois dans la vraie vie et qui avaient capacité à m'écouter, ou je pouvais même pousser un certain nombre de sujets et ils m'écoutaient. Donc, démarche qui est d'abord une démarche de communication corporate avec cette identification que Twitter peut être une capacité de toucher un certain nombre d'influenceurs importants pour la voix de l'entreprise. Alors, dans cette démarche, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait plein de gens intéressants sur Twitter. Et effectivement, la deuxième motivation et la deuxième démarche a été d'aller chercher des personnes qui parlaient des sujets qui m'intéressaient. Alors bien sûr des sujets de l'emploi, qui étaient des sujets assez naturels. Le sujet des femmes, qui est un sujet est un sujet d'engagement pour moi. Et il y a d'évidence une communauté Twitter qui est très proactive sur le sujet de la mixité, et c'est très bien. Et ça donnait à la fois une capacité de partager sur ces sujets-là, mais aussi et de partager, d'avoir des feedbacks, je dirais de se regrouper avec d'ailleurs des personnes que je ne connaissais pas. Et donc, la deuxième étape, ça a été cette démarche de curiosité et qui m'a permis de rencontrer des gens sur Twitter. La troisième démarche, ça a été une démarche de communication interne. Parce que ce soit chez Manpower ou aujourd'hui chez Pierre et Vacances, et on va y revenir, j'étais dans une transformation importante de l'organisation. Et j'ai une conviction forte, c'est que il n'y a pas possibilité, il n'y a pas une communication interne, une communication externe. Ça n'existe plus, cette frontière-là. L'interne et l'externe se rejoignent, et finalement, il n'y a pas meilleure communication interne qu'une communication externe. Alors, Twitter est un extraordinaire moyen d'exprimer un certain nombre de choses et de partager avec ses collaborateurs un certain nombre d'idées. C'était aussi pour moi, au moins chez Manpower, on reviendra sur Pierre et Vacances, mais de montrer que nous étions pertinents, reconnus par un certain nombre d'influenceurs importants sur le monde du travail, sur ce que nous disions. Et dès lors que l'audience se crée sur un certain nombre d'idées sur Twitter ou sur le blog, cela confortait les collaborateurs de Manpower Group de pouvoir adresser ces sujets quand ils rencontraient leurs clients. Donc un encouragement externe que j'utilisais pour amener les équipes de Manpower Group à faire les choses différemment et à suivre cette stratégie de conquête de diversification que nous avions lancée au sein de Manpower Group. Donc quelque chose de très important dans l'accompagnement de la transformation de Manpower Group, et qui est beaucoup plus
émotionnel, beaucoup plus personnel que le mémo du président que vous pouvez lancer et qui commente la transformation d'une organisation. Pourquoi ? Parce que vous avez un lien qui se crée de façon très individuelle avec un certain nombre de vos collaborateurs. Alors, ce lien, néanmoins, il ne se crée pas, à mon sens, uniquement sur Twitter. C'est-à-dire qu'un patron qui se mettrait à n'échanger que des tweets avec ses collaborateurs, qui ne les aurait jamais rencontrés, ou qui n'aurait jamais eu des échanges personnels avec ses équipes, à mon sens, aurait peu de chances de créer cette communication interne, cette dynamique personnelle qui, néanmoins, se crée très facilement lorsque vous rencontrez des équipes et puis que vous prolongez le dialogue au fil du temps, tout de suite après, mais aussi quelques mois après. Et là, vous avez tout d'un coup un certain nombre de collaborateurs que vous arrivez à inspirer ou à encourager dans leur démarche, qui deviennent des agents du changement, parce que très souvent, ceux-là sont des leaders d'opinion dans leur sphère d'influence ou dans leurs organisations. Et puis surtout, vous vous nourrissez de leur feedback, de leurs réactions. Il n'y a pas plus difficile que d'obtenir un feedback quand on est un patron qui mène un projet dans une organisation, parce que vous ne vous rendez pas, d'abord parce qu'on ne vous dit pas la vérité, parce qu'on vous dit ce que vous avez envie d'entendre, ou au contraire les choses qui sont excessivement négatives, mais vous n'avez pas cette finesse du feedback que vous arrivez à obtenir quand vous avez des interactions directes. Donc une démarche d'abord corporate de communication, un espace de liberté, amener les journalistes et les influenceurs sur mon terrain, sur mes opinions, plutôt que de subir un cadre prédéterminé, pardon. Et puis ensuite, une démarche de curiosité en même temps qu'une démarche de partage avec les collaborateurs de l'entreprise. Donc voilà comment je suis arrivée sur Twitter. Alors j'ai très modestement 2500 followers, donc je me rends compte que à côté d'Hilary, je suis un millième de naine. Bon, donc vraiment totalement hors du jeu, mais néanmoins, je me satisfais aujourd'hui. Enfin voilà, peut-être que je révise mes plans sur le sujet. Alors aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'est que je suis passé effectivement d'une entreprise B2B, Manpower, à une entreprise B2C, Pierre et Vacances Center Parcs. Ce blog, il était conçu pour être un blog sur l'emploi qui prolongeait une vision corporate et d'une entreprise, une communication d'entreprise. Et puis le blog, je l'ai gardé et je continue à utiliser Twitter dans un contexte complètement différent. Alors, j'ai sans doute perdu pas mal de lecteurs qui lisaient mon blog uniquement sur les sujets de l'emploi, j'en sais rien, j'ai pas vérifié. Néanmoins, ce blog, je l'ai trouvé, il continue à être pertinent dans la démarche et toujours dans l'accompagnement de la transformation, cette fois-ci, de Pierre et Vacances Center Parcs. L'enjeu, notre stratégie, alors on a un enjeu particulier, c'est de renouer avec le leadership et la profitabilité, mais on a choisi une voie qui est de le faire au travers d'une relation numérique personnalisée avec les clients. Pourquoi ? Parce que dans le domaine du tourisme, alors c'est pas propre au tourisme, mais en particulier dans le domaine du tourisme, on est vraiment dans un secteur où le numérique transforme totalement la relation entre un offreur de séjours de vacances, d'expériences vacances et ses clients. Plus de 75% des vacanciers commencent par tweeter et cherchent sur des réseaux sociaux, enfin pas seulement tweeter, ils utilisent aussi beaucoup Facebook sur ces sujets-là, mais annoncent leurs vacances. D'ailleurs, une grande majorité des vacanciers ont des idées sur leur destination vacances au travers de leur voyage sur les réseaux sociaux. Donc, pour nous, être capable d'influencer les choix de nos clients, ça suppose être partie prenante de ce dialogue qui va s'instaurer sur les médias sociaux autour des vacances et où finalement nos clients sont des médias beaucoup plus efficaces que ne pourrait l'être toute stratégie de communication à l'intérieur poussée par l'entreprise. Donc, pour nous, l'enjeu de créer une relation digitale avec nos clients est absolument fondamental. C'est une capacité d'influencer, d'être incontournable, au moins quand on pense aux vacances. C'est aussi un moyen de mieux servir nos clients,
puisque là aussi nos clients continuent à tweeter, ont les mêmes usages digitaux quand ils sont en vacances que lorsqu'ils sont dans leur vie normale et professionnelle, et ils tweetent quand ils ont besoin d'informations, ils tweetent quand ils ne sont pas contents, ils tweetent quand ils sont contents, et les accompagner dans leur recherche d'informations ou de services, c'est évidemment une façon de mieux les servir et de contribuer à la réputation de la marque. Cette révolution numérique, elle suppose, la mise en place de cette relation numérique, elle suppose une transformation très profonde des comportements à l'intérieur de l'organisation. Parce que lorsqu'on parle d'une attitude service, lorsqu'on parle d'une relation numérique avec les clients, c'est bien sûr une stratégie multicanale, enfin toute une série de choses dans le dur et dans la plomberie de l'organisation qui vont faire la différence, mais c'est aussi la capacité de chacun des collaborateurs à participer à ce dialogue numérique. Un patron d'un Center Parcs doit être capable d'intervenir, d'être proactif dans le dialogue qui se crée sur son Center Parcs avec ses clients. Et ça, c'est un changement très profond de comportement. Dès lors, on arrive à mon attitude ou ma motivation aujourd'hui sur Twitter. La première, c'est bien évidemment de continuer à me nourrir de tout ce que les autres m'indiquent sur, en particulier, les sujets qui m'intéressent, tous ceux d'avant, plus ce sujet de la relation numérique, de l'évolution du tourisme, ce que font mes concurrents sur ces domaines-là. Et puis le deuxième, c'est de donner la voix, d'indiquer la voie, de montrer l'exemple à cette organisation qui, je le souhaite, doit se tourner vers Twitter et de créer des relais avec un certain nombre de collaborateurs qui sont proactifs et qui vont beaucoup plus naturellement que certains autres être mes relais dans cette nouvelle croisade et cette nouvelle conquête pour notre groupe. Donc voilà la démarche, ma démarche Twitter, peut-être très, très largement à parfaire, mais très connectée à mon rôle, à mes objectifs de patron d'entreprise. Et j'y reviens, je pense que bien sûr il y a des risques. Il y a des risques partout. Nicolas Bordas disait on peut se faire écraser, on peut se faire écraser, mais si je fais une grosse colère et que j'insulte quelqu'un sur le marché, je pense qu'il y a aussi aujourd'hui un certain nombre de risques. Donc il y a pas de, enfin ma conviction c'est qu'un patron il est patron tous les jours. Dans n'importe quel acte, il y a une toute petite sphère privée. Le reste du temps, il faut avoir l'ADN et être ce que l'on est et respectueux des autres. Et avec ça, on est à peu près armé pour affronter Twitter. Et il y a beaucoup plus de risques à ignorer ce monde qui est là, de toute manière, et qui peut vivre sans vous. Donc, il n'y a pas de discussion sur le fait que les patrons doivent être sur Twitter, à mon avis. Je vous propose de poser quelques questions à Françoise Gris avant d'aborder une courte pause qui nous permettra après de recharger les batteries et de redémarrer encore plus fort. Françoise, moi j'ai une question pour commencer, très simple, c'est que si vous deviez aujourd'hui recommencer à zéro, est-ce que vous commenceriez par un blog ou vous iriez directement sur Twitter ? Alors, dans le contexte Manpower, je recommencerai comme on l'a fait. Pour une raison simple, encore une fois, ma démarche était une démarche où il fallait amener un certain nombre de débats, qui sont des débats que vous n'expliquez pas en 140 caractères. Donc il fallait bien, et on en revient d'ailleurs à un sujet qui est un sujet du numérique, il faut bien du contenu quand même. Donc il faut le créer, ce contenu, il faut avoir un support pour le créer. Donc si vous ne pouvez pas l'avoir dans les journaux, il faut bien l'avoir quelque part ailleurs, et le blog permet de le créer. Donc cette démarche de création de contenu était absolument nécessaire dans la démarche de Manpower Group, qui était ma démarche initiale. Aujourd'hui, sur mon sujet d'aujourd'hui, probablement pas. Mais je me suis quand même rendu compte que... Alors ça, c'est aussi un truc qui étonne beaucoup les patrons, qui m'a étonné moi aussi, c'est que finalement, on a des choses à dire. Et des choses qui... ça vous paraît... Je vais vous faire sourire sans doute en disant ça, mais il y a une certaine humilité, et c'est normal de se dire, est-ce que je dis vraiment des choses intéressantes ? À vrai dire, toutes les vies sont intéressantes et tous les points de vue sont intéressants, mais ceux des patrons sont souvent sollicités. Et je pense que on a des choses à raconter quand on est un patron. D'abord parce qu'on est exposé à des choses différentes. On est bien souvent dans des cercles, dans des débats, regardez aujourd'hui, intéressants. Et ça mérite d'être partagé et c'est intéressant. Donc on a un contenu à exprimer. Et je crois que
beaucoup de patrons gagneraient à écrire un peu plus, à communiquer. Et 140 caractères, c'est un peu juste quand même pour exprimer plus que quelques commentaires. Merci. Bonjour, Florence Lévy. Vous dites que vous incitez vos collaborateurs à tweeter. Je voulais savoir, est-ce que vous incitez également vos clients à tweeter, par exemple, ils m'ont pas attendu, on va dire. Et c'est ça la découverte. Et c'est assez extraordinaire. Mais beaucoup dans l'entreprise ne réalisent pas que ce monde existe déjà. Donc tous les gens qui aujourd'hui sont inquiets de savoir si ce qui peut se passer sur Twitter, vous savez quoi, il faut qu'ils y aillent. C'est déjà là si tant est qu'il y a un danger. Donc mes clients m'ont pas attendu pour parler ni de Pierre et Vacances ni de Center Parcs. Et tout l'enjeu, c'est d'entrer dans la conversation sans vouloir la contrôler, parce que c'est l'autre difficulté de cette relation digitale à créer avec les clients. Il faut qu'elle soit sincère. En même temps que tout l'enjeu est quand même de la capter autant que c'est possible pour faire émerger cet acteur des vacances que nous voulons être. Bonjour, Pascal Asria, agence Kingcom. Est-ce que le fait d'être un boss qui tweet a joué dans votre évolution de carrière ? Non. Je ne crois pas. Ça vous a donné de la visibilité ? Est-ce que ça vous a marqué comme étant digital, entre guillemets ? Est-ce que du coup ça a été un des critères qui a pu... Non, je crois pas, mais c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai pour moi, mais ça peut être vrai pour d'autres. Moi, je repère. C'est intéressant Twitter. Effectivement, ça révèle ce que l'on est, et je pense pas qu'on puisse tricher autant que ça ou se mettre en scène autant que ça. En tous les cas, pas sur la longueur. Donc non, ça ne m'a pas permis à moi, je pense, de modifier ma carrière, mais ça m'a permis de recruter un certain nombre de gens dans mon organisation. Par exemple, en patron du digital et du marketing. Pas encore d'autres questions ? Oui, bonjour, Michael Tartare. Je voulais savoir si votre usage de Twitter a inspiré vos plus proches collaborateurs et notamment les membres du comité exécutif qui vous entourent. Alors, il y en a quelques-uns qui sont un peu rétifs, et encore, mais ils ont bien compris que ça ne se discutait pas. Hein. Et ça ne se discute pas parce que j'ai demandé, pas parce que j'oblige, mais parce que pour moi, ne pas être sur Twitter, il y a vraiment il y a quelque chose que je n'aime pas à ne pas être sur Twitter, c'est de ne pas être curieux. Hein. Je pense que quand vous êtes quand on est en pleine transformation d'une entreprise, quand votre secteur est en pleine transformation, vous avez un devoir, et c'est pour ça que j'ai ce ton un peu péremptoire, mais vous avez un devoir de regarder ce qui se passe à l'extérieur de votre entreprise. Et un patron, un responsable dans un comité de direction a ce devoir multiplié par au carré. Hein. Donc, être sur Twitter, c'est quand même une extraordinaire façon de faire de la veille, de réaliser là où vous n'êtes pas, là où vous devriez être. Et c'est pour ça que ça ne se discute pas, parce que c'est beaucoup plus efficace que n'importe quelle revue de presse que vous pouvez faire, ou la poussive lecture des Échos et du Monde qui, de temps en temps, vous arrivez à faire de façon exhaustive une fois par semaine. Mais voilà, donc il y a un vrai devoir à la curiosité, je crois, aujourd'hui, quand vous êtes dans des secteurs qui se transforment très profondément. Et je ne sais pas quels sont les secteurs qui ne se transforment pas, d'ailleurs. Mais voilà. C'est simple, à part. Question de Jean-Marc Gaucher, Mid Paris Tech. Est-ce que vous suivez vos homologues, patrons des organismes ou organisations de voyage ? Alors, il n'y en a pas beaucoup sur Twitter, mais bien sûr, je suis les concurrents, mes concurrents. J'essaie de suivre des gens qui sont dans mon secteur d'activité dans d'autres parties du monde, en particulier aux États-Unis ou en Asie, où il peut y avoir des gens qui ont des façons de regarder les choses différentes, et donc ça me nourrit. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est aussi ce que peut aider Twitter, un patron, mais n'importe quel responsable, une des clés du succès, c'est d'aller voir ce qui se fait ailleurs et de l'appliquer à son propre univers. Hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement de suivre des gens qui, dans des domaines extrêmement déconnectés aussi,
peuvent faire des choses qui peuvent vous inspirer des idées pour votre propre univers. C'est ça, aujourd'hui, la clé de la transformation, du leadership et peut-être d'un certain nombre de succès. Donc Twitter peut permettre ça, parce que c'est très compliqué de le faire avec d'autres moyens. Qui vous fait une revue de presse sur la façon dont se transforme le secteur de l'automobile, pour moi? Personne. C'est tenté que ce soit un univers qui m'intéresse, mais il y a sans doute des bonnes idées à prendre là pour moi. Twitter permet de faire ça. Donc veille et curiosité. Curiosité, c'est pour moi une immense qualité. Ouais. Bonjour. Je voudrais savoir par ailleurs qu'on parle de Twitter aujourd'hui, mais est-ce que d'autres réseaux sociaux, par exemple Foursquare ou Pinterest, ce genre de nouveaux arrivés font partie de votre centre d'intérêt? C'est aussi des endroits où on peut partager notre point de vue, notre personnalité, et pourquoi Rebel Mouse, où on peut devenir un vrai média à ce point de vue? Parce que effectivement sur Twitter il y a des choses à lire, il y a des choses à découvrir et que c'est assez spécifique de ce point de vue-là. Pinterest est un réseau social très important pour le tourisme. Pourquoi? Parce qu'une façon de communiquer sur vos vacances, c'est quand même de prendre des photos et c'est un support qui va intéresser l'entreprise. Peut-être plus que moi. Alors moi, à titre de curiosité, simplement pour regarder ce qui intéresse nos clients, mais bien sûr, il y a d'autres réseaux sociaux qui sont importants pour l'entreprise dans sa relation avec les clients. Mais Twitter a ça de très particulier pour un patron, qu'il ait une extraordinaire revue de presse. Et il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas d'équivalent. Vous pouvez prétendre que LinkedIn apporte un peu ça, mais c'est très formaté, très contraint. Trop mise en scène et me semble-t-il moins intéressant que Twitter du point de vue de cette curiosité. Alors je pose ma question. Moi je suis chef d'entreprise, mais une petite entreprise, donc je suis une petite boss qui tweet. Je suis convaincue de tout ce que vous avez dit, surtout que dans l'automobile, les forums sont même plus dangereux que Twitter et les autres réseaux sociaux. Néanmoins, ma difficulté, c'est pas de convaincre mes clients, ils y sont aussi. Toute cette communauté, elle existe, surtout dans l'automobile. Difficulté, c'est de convaincre mes collaborateurs, mes salariés. Ils ont plus l'impression, non pas que ça soit chronophage, mais que je joue toute la journée, ou enfin, en tous les cas, le temps où je tweete, et j'ai du mal à leur faire comprendre, en matière de management, l'intérêt, en fait, de ces réseaux. Est-ce que vous avez une solution, une méthode, une technique? Non, mais, alors, non, en tous les cas, pas miraculeuse. Il y a d'évidence, il y a des choses qu'on perçoit moins bien quand on est patron, mais dont il faut qu'on soit conscient. Quand je me mets à suivre mes collaborateurs, je ne suis pas sûr qu'ils ne se sentent pas après un peu coincés. Donc, vous dire qu'ils tweetent, c'est pas forcément si simple. Et donc, il y a d'abord un préalable qui consiste à essayer d'avoir un terrain, et c'est beaucoup plus compliqué pour un collaborateur lambda, j'allais dire, et il n'y a personne qui est lambda, mais d'une entreprise pour qui la sphère privée est une sphère possible en termes de tweets. Donc c'est un peu compliqué pour un collaborateur de dissocier son usage privé de son usage public, et il ne vous intéresse fondamentalement que dans cette dimension publique. Donc je crois qu'il y a quand même un peu de réticence qui est liée à ça. Qu'est-ce que va penser mon patron de moi? Puis finalement, j'ai pas envie forcément de lui raconter ou de lui rendre visible tout ce qui m'intéresse et sur lequel j'ai envie de tweeter. Bon. Donc ça, je pense qu'il y a une vraie réticence là-dessus. Moi, je considère quand même qu'il y a des collaborateurs qui sont volontaires et qui sont des early adopters et qui vont pointer sur des choses intéressantes. Et cela, ils se manifestent assez rapidement. Et c'est cela qui compte. Après, il y a les managers, et ça c'est un autre challenge, c'est la discussion sur le comité de direction, parce que là on est un peu entre les deux par définition. Moi je trouve qu'un collaborateur il fait ce qu'il veut, s'il a envie d'être proactif c'est bien. Un manager, j'aurais tendance à considérer que il est de plus en plus proche de moi sur son usage Twitter. Et là, on sent bien une vraie ambivalence et une vraie difficulté. C'est peut-être aussi, comme toujours, des groupes dans une organisation qui sont un peu plus reluctants sur les nouveautés, parce qu'ils ont plus à perdre, semble-t-il, dans leur esprit qu'à gagner. Il y a des remises en question du partage de l'information. C'est vrai sur Twitter, mais c'est vrai dans toute transformation d'entreprise. C'est le management qu'il faut convaincre et entraîner.
Et c'est là plutôt que se posent qu'il y a des difficultés. Et là, moi, je suis assez simple. Je le fais, donc vous le faites. Voilà. Mais je les oblige pas à le faire. Mais montrer l'exemple, au bout d'un moment, vous mettez de la normalité. Vous savez, c'est comme les gens qui continuent à faire du courrier par papier, ça existe. Hein. Bon, au bout d'un moment, il faut les pousser un peu en leur disant non, c'est plus possible. Voilà. Bon. Moi, j'avais une question à vous poser. Est-ce que quand dans les contrats de travail que vous faites avec vos cadres dirigeants, vous mettez dans le contrat de travail qu'ils doivent tweeter ? Non, bien sûr que non, mais on dit qu'un cadre dirigeant a une parole de l'entreprise. Alors il faut sans doute qu'on revoie nos contrats de travail d'ailleurs, parce que c'est ce que je me disais la semaine dernière en me disant bon, peut-être quand même qu'on regarde un peu les aspects plus juridiques de tout ça, mais un cadre dirigeant dans une entreprise est porte-parole de l'entreprise, donc il est aussi porte-parole avec les outils d'aujourd'hui, et Twitter est un outil d'aujourd'hui. Encore une fois, je pense que la difficulté c'est cette ambivalence et cette dualité entre une personne qui était effectivement un personnage public et un personnage privé. Et si sur un patron, à mon avis, ça se discute plus, il est toujours en personnage public. Pour d'autres collaborateurs de l'entreprise, ça se discute et c'est normal que ça se discute. Et c'est là où c'est pas si simple que de faire la frontière.